Alors écoutez, je vous propose, pour ne pas, prendre trop de retard sur le programme, que l'on commence maintenant. Et je vais avoir la lourde tâche, de me substituer à Simon, et tout le monde sait que c'est très, très difficile pour introduire ce webinaire. Et je m'excuse par avance si j'oublie certaines personnes parce que ce n'était pas prévu. Et donc, je vais essayer de vraiment oublier personne. Donc, vous venez d'arriver dans un webinaire en fait qui est une petite première, parce que c'est organisé par trois collectifs différents. Inversons la classe d'un côté, Patchwork de l'autre, la Team Ludens de l'autre, différents collectifs qui ont des sujets de prédilection, la ludification notamment pour Team Ludens, mais qui ne se cantonnent jamais à une seule spécialisation. Et inversons la classe, c'est la même chose. On sait qu'on est passé des classes inversées aux pédagogies actives, et on s'intéresse également énormément à la ludification. Et chez Team Ludens, on manie également énormément de concepts, d'idées, et finalement Patchwork également de son côté propose de rassembler en fait tous les collègues qui à un moment donné ont envie de travailler ensemble, ont envie de produire ensemble, ont envie de s'interroger mutuellement sur leur pratique professionnelle, et chacun vient finalement y chercher un petit peu ce qu'il a envie en fonction du moment. Et là, le moment nous laissait croire qu'il y avait une petite attente sur le plan de travail. Donc, on a lancé cette idée tous ensemble, et puis il semblerait que cette demande ait trouvé un public, puisque vous êtes plus de 350 à avoir répondu présent. Vous êtes actuellement plus de 225 à être présents avec nous. Nous avons du coup collectivement sollicité Sylvain Connax, qui nous donne l'occasion vraiment collectivement de tous le remercier pour avoir répondu présent, pour sa disponibilité. Et en fait, notre mission, nous, a été relativement simple. Dans le cadre de ce webinaire, ça a été de recueillir toutes vos questions autour du plan de travail, de façon à pouvoir lui transmettre et organiser un petit peu cette discussion. Donc vraiment, merci beaucoup, Monsieur Konak, de votre disponibilité, d'avoir accepté ce format et de vous prêter au jeu. Un immense merci évidemment à tous les coordinateurs qui vont prendre la parole au fur et à mesure de ce webinaire. Vous allez commencer avec Marie-Camille, on a également Claire Dreyfus, on a Simon qui un jour, à un moment donné, va réussir à nous rejoindre, mais on a également Ségolène, on a Charlie, on a également Sébastien qui, hélas, ne pourra pas être avec nous en ce moment. On a Manon, voilà, on a énormément de monde et chacun va pouvoir venir, et j'espère n'avoir oublié personne, chacun va Mathilde, pouvoir... t'as oublié Mathilde. Pardon, et il y a également Mathilde. Donc du coup, vous allez pouvoir les entendre et discuter avec eux tout au long de ce webinaire. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer, de rattraper petit à petit ce temps de retard. Tout d'abord, en proposant à chaque collectif un petit mot d'introduction. Je vous propose que l'on commence avec le collectif Team Ludens, par exemple. Oui, donc Charlie Rollo, donc je représente avec Ségolène et Mathilde, donc la Team Ludens. Nous sommes un collectif qui accompagnons donc les enseignants, et nous aimons mutualiser, et nous sommes très heureux d'avoir avec nous Monsieur Konak, et merci à tous et à toutes, c'est-à-dire Inversons la classe et Patchwork, de nous avoir, qu'on ait tous travaillé ensemble autour de ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlie. Est-ce que Marie-Camille Marie-Camille, tu veux prendre la suite pour ILC? Alors oui, si Claire n'est pas avec nous, je lui laisse une demi-seconde. Non. Donc, Marie-Camille Fourcade, je suis enseignante d'histoire-géographie et membre du collectif Inversons la classe. Et comme l'a dit Michael, c'est un collectif qui se veut désormais
bien plus large que l'image un petit peu iconique de la fameuse classe inversée, et on s'est largement ouvert aux pédagogies actives avec cet intérêt particulier et partagé avec les autres collectifs pour le plan de travail, et on est ravis de pouvoir s'associer à cet atelier aujourd'hui. Donc merci à tous et à toutes. Merci beaucoup Marie-Camille. Et il me semble que du coup, on n'aura pas quelqu'un pour Patchwork. On est vraiment désolé, c'est Sébastien Franck qui devait être avec nous et on vous assure qu'il y a un petit impératif, un impératif totalement justifié qui fait qu'il ne pourra pas être avec nous. Mais voilà, il a vraiment été partie prenante de la préparation. Donc on voulait tous le remercier et le dire clairement. Voilà, pour cet après-midi. Et donc, pour ouvrir maintenant notre réflexion commune, on vous proposait déjà une petite introduction, et c'est Marie-Camille qui va s'en charger. Petite introduction très rapide et très simple autour du plan de travail, afin ensuite de rentrer un petit peu plus en profondeur sur vos questions. Eh bien, c'est parti. Je lance un petit timer, Michael, histoire de respecter ta consigne de très rapide. Donc d'abord, je remercie une nouvelle fois l'intercollectif de m'avoir proposé d'animer cette introduction. Et c'est Simon qui a pris contact avec moi avec une consigne qui était définir ce que peut être un plan de travail et pas définir ce qu'est un plan de travail. Et j'ai trouvé la formulation inspirante. Une petite référence en introduction au congrès qui a eu lieu cette année de l'association Inversons la classe. Et lors de ce congrès, nous avions fait en introduction un jeu de mots qu'on avait qualifié parmi les plus pourris de l'histoire des jeux de mots à propos du plan de travail, à savoir un plan de travail, c'est la surface de travail dans nos cuisines. Alors, jeu de mots pourri, je vous laisse juger, mais cela étant, on tient là une image qui nous permet de faire un peu de philo en introduction, et ça peut pas faire de mal a priori. Ce que peut être quelque chose, ça nous renvoie à une distinction qui a été faite par Aristote entre l'acte, ce qui est réellement. Le plan de travail peut être résumé à un organisateur de tâches, si l'on veut. Et puis, il distingue l'acte de la puissance, qui est synonyme pour lui de la potentialité. Et je trouve que là, l'image, elle prend du sens, parce qu'est-ce qui va être réalisé sur ce plan de travail de cuisine, qui en réalité n'est pas vide. Il y a des ingrédients, il y a des outils qui sont mis à disposition pour créer des bons petits plats qui vont suivre une recette ou qui laisseront pleinement libre notre inspiration. Et bien finalement, le plan de travail, ça pourrait être ça pourrait offrir un contexte favorable de réalisation pour l'élève. Et en ça, on se rapproche d'une conception très précise, celle de Freinet, qui a introduit le plan de travail en France et qui voyait dans le plan de travail un outil permettant le développement maximal des possibilités de l'enfant, en lui offrant l'opportunité de se connaître, de s'émanciper. Si je veux être un petit peu juste historiquement et peut-être même féministement, si vous me permettez, le plan de travail, en fait, il a été introduit bien avant, Freinet, par une femme américaine au début du XXe siècle. Et elle cherchait avec le plan de travail à répondre à la massification et à l'hétérogénéité de nos classes. Il me semble que dans cette histoire, finalement, ce sont des problèmes métiers dans lesquels je pense que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on doit y voir là une solution? Ça fera partie peut-être des échanges de l'atelier. On a parlé un peu d'histoire, un peu de philo. Maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être un plan de travail formellement? Alors là, il va falloir être rapide sur la capture écran parce que le tableau comparatif que vous avez sous les yeux, qui est une synthèse d'une collègue qui est peut-être là aujourd'hui, Cathy Hupin, il est le fruit de lecture. D'abord, vous trouverez ces aspects théoriques sur le plan de travail dans l'ouvrage de Sylvain qui est là avec nous aujourd'hui, Enseigner sans exclure. Et vous pouvez aussi vous référer à un petit fascicule de l'ICEM qui s'appelle le plan de travail. Et dans ces différents ouvrages, en réalité, on distingue 3 types de documents allant de la feuille de route au plan de travail. Dans l'introduction que nous partageons maintenant, l'idée n'est pas de passer en revue ce qui fait l'un et ce qui fait l'autre, mais pour résumer, être sans doute très rapide là-dessus, le plan de travail il va offrir plus de choix,
plus de liberté d'exercice de l'autonomie, là où la feuille de route va être peut-être plus dirigée, plus linéaire sans doute. Si je dois conclure sur ce tableau sans rentrer dans les détails, dans la réalité de nos pratiques, et les témoignages peut-être le diront dans l'atelier, on fabrique des outils hybrides dans notre quotidien, des outils hybrides entre ces trois formes avec un point commun, c'est chercher à développer l'autonomie morale, intellectuelle des élèves. Je vais glisser sur cette diapo et peut-être au besoin, je pourrais la remontrer si le demandent. Comment guider la conception de nos plans de travail? Je partagerai ici deux principes qui me semblent être importants pour guider cette conception. Ce sont des invariants que l'on doit freiner. Et parmi ces invariants pédagogiques, j'en ai retenu deux pour aujourd'hui. D'abord, l'enfant n'aime pas le travail en troupeau. Il aime le travail individuel et d'équipe. Je pense qu'on tient là un premier principe, essayer dans nos plans de travail d'avoir une variété de tâches suffisante pour recouvrir la grande variété des formes d'engagement des élèves et essayer de privilégier l'engagement constructif. Je crois que Sylvain, tu parles de pédagogie autrice en la matière et essayer d'avoir l'engagement le plus interactif possible où les élèves sont en situation de coopération, d'entraide. Second invariant, chacun aime choisir son travail. Donc là, on a une condition de réussite du plan de travail, c'est la possibilité de choix sur l'activité, la forme de rendu, de réalisation sociale, de l'ordre d'exécution. Et derrière ces deux principes, et je terminerai là-dessus, il y a, me semble-t-il, et Sylvain sera là pour le confirmer ou l'infirmer, un petit consensus sur ce qu'on peut trouver dans les plans de travail. D'abord des tâches communes, puis des tâches spécifiques selon les élèves, par exemple selon le niveau de guidance, des projets personnels, plutôt créatifs, plutôt long cours, et puis notre dispositif d'évaluation en privilégiant l'évaluation formative, qu'elle soit par compétence ou en auto-évaluation. Alors, je ne sais pas si avec ces éléments descriptifs et historiques, j'ai répondu à la consigne de l'intercollectif. Mais en tout cas, j'espère que l'atelier nous permettra d'ouvrir le champ des possibles sur ce que pourrait être finalement le plan de travail. Et je souhaite un bon atelier à toutes et à tous. Merci beaucoup Marie-Camille, challenge accompli. Et donc je passe tout de suite la main à la team Ludens qui commence par proposer les premières questions issues de l'ensemble des questions, plusieurs centaines, qui nous ont été transmises. Donc c'est moi qui commence, donc Ségolène. Déjà bonjour à tous. Donc Sylvain Connac, la première question qu'on a eu envie de vous poser, c'est de savoir comment articuler en fait le temps individuel et le temps de travail collectif au moment d'un passage en plan de travail. Et plus généralement, est-ce qu'on peut imaginer des temps où les élèves seront en autonomie dans un plan de travail et des temps en fait de mise en commun collective? Bon, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Le plan de travail, effectivement, c'est Marie-Camille l'a bien rappelé, hein, c'est un outil politique. Hein. Politique, pas dans le sens d'appartenance à un parti, bien sûr, hein, mais dans le sens d'une certaine conception de l'école qui viserait à faire progresser tous les élèves. Et donc, le plan de travail, tel qu'il a été introduit par Hélène Parkhurst et développé en France par le mouvement Freinet, s'intéresse à ce qu'on appelle l'individualisation du travail, mais, et ça c'est l'apport du mouvement Freinet, mais on s'est aperçu que cette individualisation du travail, elle ne pouvait être pensée que au sein d'une organisation coopérative de la classe. C'est-à-dire que si les élèves n'ont pas la possibilité de pouvoir se tourner vers les autres, soit sur le collectif, soit auprès de leurs copains et copines, le risque, c'est le sentiment d'isolement et le découragement des élèves. Voilà. Il y a une sorte de consensus scientifique un peu sur l'effet des pédagogies qui ne seraient qu'individualisantes. Le principe du plan de travail, c'est de s'insérer dans une organisation personnalisée. Et la différence entre de l'individualisation et de la personnalisation, c'est la relation. Alors cette relation, elle se joue à deux niveaux. Elle se joue au niveau interindividuel,
lorsque je suis en train de faire mon travail et que je bloque, alors soit de bloquer pour des raisons de compréhension de consignes, soit de bloquer par rapport à des raisons motivationnelles, le fait de pouvoir me tourner vers quelqu'un que je choisis. Alors souvent, les élèves, quand je leur pose la question, je leur dis: «Mais qu'est-ce que tu choisis?» Et le critère, c'est pas tant un critère d'amitié parce il y a toujours ce risque d'être trop proche de quelqu'un et au final d'avoir du mal à faire preuve de sérieux pour pouvoir rester sur la tâche. Et le critère dont évoquent les élèves, c'est souvent un lien de confiance. C'est-à-dire qu'ils choisissent quelqu'un dont ils pensent qu'il ne va pas se moquer d'eux parce que justement il les sollicite. Donc ça, c'est voilà, ça c'est la première nature des relations qui sont associées au plan de travail. La deuxième nature, c'est un équilibre entre les moments de travail personnel, pendant la classe, hein, pendant les cours, et puis les moments collectifs qui sont conduits, animés, pensés par le professionnel de la classe, c'est-à-dire l'enseignant. Et donc l'articulation entre les moments collectifs et les moments avec du plan de travail, c'est sur la nature de la tâche. On s'est aperçu là dans une recherche en 2012 que les élèves ne pouvaient pas, ou alors avec énormément de risques de ségrégation, découvrir de nouvelles notions scolaires sur des temps en plan de travail. Parce qu'il y a trop d'autonomie, il y a trop de risques. Donc le principe, mais je vois il y a Nicolas qui est là, il avait fait une superbe vidéo, salut Nicolas. Le principe, c'est d'accompagner les élèves pour la partie la plus sensible des apprentissages, c'est-à-dire la découverte de nouvelles notions et la reconfiguration d'un certain nombre de zones de compréhension. Et ensuite, de réserver à ce qui est au plan de travail tout ce qui concerne les entraînements. Les entraînements, c'est-à-dire les exercices, les situations de répétition, de mémorisation, de recherche d'automatisation. De manière à ce que là, ça, ce sont des activités qui ne peuvent se faire qu'individuellement, sauf lorsque on rencontre des résistances par rapport à un mot, une consigne, une tâche à réaliser, soit par rapport au fait qu'on s'ennuie. Voilà. Donc l'articulation, c'est que ce qui se fait en collectif, c'est pour la découverte. Et donc là, en plus, on est autour de l'étude de situation-problème. Et ce qui est réservé aux situations de plan de travail, c'est plutôt pour de la mémorisation. Ou, Marie-Camille en a parlé tout à l'heure, ou des projets personnels ou des projets d'équipe. Voilà. Mais certainement pas pour la découverte de nouvelles notions. Ben, c'est pas interdit, hein, rien ne l'interdit, mais c'est risqué, hein. C'est très risqué en termes de découragement des élèves les plus fragiles. Bonjour Mathilde. Beaucoup d'enseignants nous ont fait remonter qu'ils pensaient faire des plans de travail, mais qu'en fait ils faisaient des feuilles de route, et ils se demandent comment passer de la feuille de route au plan de travail. Alors, est-ce qu'il y a besoin de passer de la feuille de route au plan de travail? Déjà, c'est une question. S'il n'y a pas de besoin, ça ne sert à rien. La différence entre les deux, c'est même entre les trois, c'est feuille de route, contrat de travail et plan de travail. Alors, une feuille de route, c'est un document qui peut être identique à tous les élèves, dans lequel les élèves disposent d'un certain nombre d'activités qu'ils peuvent réaliser en autonomie et en coopération. Alors, en quoi il y a de l'autonomie si les activités sont les mêmes? Il y a de l'autonomie parce qu'ils choisissent la modalité de travail, décider de travailler seul, travailler en entraide, travailler en tutorat. Et puis, il y a aussi des libertés en termes de temporalité, c'est-à-dire ils décident du temps dont ils ont besoin pour réaliser une activité. Et donc, il y a de l'autonomie, hein, dans une feuille de route. Le souci, c'est qu'il n'y a pas d'ajustement à ce dont ont besoin les élèves en termes d'activité pour apprendre quelque chose de nouveau, c'est-à-dire pour dépasser là où ils en sont. Et là, c'est le projet du contrat de travail qui ajoute par rapport à une feuille de route ce qu'on appelle des progressivités. Et là, on retrouve ça à l'origine chez un pédagogue anglais qui s'appelle Carlton Washburn, qui a introduit, suite aux expériences d'Helen Parkhurst, des fichiers donc, qui sont progressifs, mais qui sont aussi autocorrectifs. Donc en France, on les connaît, ces premiers fichiers, ce sont les fichiers freinés, les fameux fichiers PEMF. Voilà. Donc,
Donc voilà, donc le principe, ça va être justement de faire en sorte que dans un contrat de travail, les élèves disposent d'une sorte de déclinaison d'activités qui s'ajuste au chemin d'apprentissage qu'ils sont en train de réaliser. Et conceptuellement, pour qu'un contrat de travail devienne un plan de travail, on rajoute en plus de tout ça des dimensions où ce sont les élèves qui sont à l'initiative de l'activité, qui ne s'appuient pas sur du matériel, sur du fichier ou des consignes d'enseignants. Donc, c'est ce qu'on appelle des démarches de projet personnel. Donc, lorsque les élèves proposent un projet qu'ils veulent réaliser tout seuls, quelle que soit la nature de ce projet, on appelle ça donc un projet personnel, et ils peuvent le réaliser sur les intervalles associés au plan de travail. Lorsqu'ils décident ou proposent de faire un projet à plusieurs, c'est ce qu'on appelle un travail en équipe. Voilà. Et donc, souvent dans les classes, tout ce qui fait l'objet des projets en équipe, c'est noté sur ce qu'on appelle un plan de travail mural. Alors, c'est Freinet qui a pris ça comme ça, un plan de travail mural qui liste l'ensemble des projets qui sont associés à des équipes, de manière à ce que, notamment en conseil coopératif, on donne la parole aux représentants de chaque équipe pour qu'il explique au collectif là où ils en sont et qu'ils fassent part éventuellement des difficultés qu'ils rencontrent dans la conduite du projet qu'ils préparent pour la classe. C'est PEMF, oui. Presse de l'école moderne française. C'est un éditeur qui existe toujours et qui propose des fichiers autocorrectifs dans plusieurs disciplines scolaires. Alors, est-ce qu'on a une question suivante? Oui, donc c'est Charlie. Alors, une des questions qui est remontée également, c'est comment mettre en œuvre un plan de travail quand on est un TZR? On n'a pas forcément de salle fixe, le matériel est plutôt aléatoire selon les établissements, donc les enseignants sont en recherche de réponses. Ouais, il y a deux possibilités. La première, c'est on tombe dans une classe où il y a déjà un plan de travail. Donc, voilà, on donne la possibilité aux élèves de continuer à travailler selon leur plan de travail, sans oublier que ces moments en autonomie coopérative ne peuvent pas dépasser la moitié du temps scolaire des élèves. Parce que si on va au-delà de ce seuil, on risque justement de donner trop d'importance à l'autonomie et donc de faire de la classe un véritable accélérateur d'inégalité, de perdre les élèves les moins à l'aise dans l'autonomie. Quand on est enseignant remplaçant et qu'on arrive dans une classe où les élèves ne sont pas habitués ou ne travaillent pas avec un plan de travail, moi, mon avis, c'est de ne pas introduire de plan de travail, hein, surtout sur des périodes courtes. Hein. Par contre, on peut très bien introduire sur des périodes une feuille de route. Moi, je vois avec des enseignants qui assurent des fonctions de remplacement dans des écoles primaires, voilà, il existe des systèmes de feuilles de route à la journée. Merci pour cette réponse. Et beaucoup de questions aussi autour justement du choix qu'on peut donner aux élèves. Et donc, est-ce qu'il faut toujours systématiquement proposer différents choix d'activités pour arriver en fait, aux objectifs qui ont été fixés par l'enseignant? Et du coup, comment concilier le programme qui est parfois chargé, très chargé même, et justement cette possibilité pour l'élève de choisir l'activité qui l'intéresse? Et dans le même esprit, hein, dans ce même paquet de questions, comment organiser du coup la rotation en fait sur les activités? Ouais, alors on s'est aperçu que c'était intéressant. Alors, c'est pas dans nos traditions pédagogiques, ça, hein, mais c'est de distinguer les programmations d'enseignement des progressions d'apprentissage. Ça, avec le petit collectif là, des cahiers pédagogiques, là, on a beaucoup exploré cette dimension-là, parce que justement, ça nous semblait un levier du côté de l'activité de l'enseignant, un levier important. Alors, les programmations d'enseignement, ça, voilà, tout le monde en a, c'est la répartition sur une année scolaire, sur un calendrier, des chapitres, des grands thèmes qu'on veut évoquer avec les élèves. Une progression d'apprentissage, c'est la liste des items d'apprentissage par lequel on va faire travailler les élèves. Et donc, les temporalités sont différentes, c'est-à-dire qu'une programmation d'enseignement, ça suit les logiques du calendrier. Et voilà, et quand arrive par exemple le mois de février, on aborde collectivement avec les élèves ce qu'on avait prévu dans notre programmation pour le mois de février. Mais c'est pas parce qu'on enseigne des notions, ça, voilà, il suffit d'avoir été enseignant 5 minutes pour s'en rendre compte,
Il ne suffit pas qu'on enseigne des notions pour que les élèves les apprennent, malheureusement. Et donc, c'est la raison pour laquelle une progression d'apprentissage est une liste d'items où les élèves valident ou se voient valider par l'enseignant. Alors, cette liste, elle est en version papier ou en version numérique, hein, où les élèves se voient valider ce qu'ils ont réussi en termes de manifestation. Ils ont à travers une copie ou une présentation orale ou autre. Et donc, dans le plan de travail, on trouve des situations d'exercice d'entraînement, des leçons, je reprends ce terme que tout le monde utilise, des leçons que l'on conduit sur la semaine où on est, ainsi que la possibilité de reprendre des entraînements des chapitres précédents pour lesquels on n'a pas suffisamment réussi l'évaluation. Et donc, si vous voulez, cette coexistence-là de programmation d'enseignement, elle est pour le rythme de travail de l'enseignant, mais l'enseignant n'est responsable que de ce qu'il enseigne, alors que chacun des élèves sont responsables de ce qu'ils apprennent. Et eux, leur document de référence, c'est donc, nous on appelle ça comme ça, hein, une progression d'apprentissage. Alors ça peut être une liste de brevets, un tableau de ceinture de couleurs, peu importe le nom qu'on y donne, mais les élèves voient progressivement avancer leur progrès en termes de réussite. Après, je n'ai pas répondu à toutes les questions, j'en ai retenu qu'une seule, sur toutes celles que tu m'as posées. Donc n'hésite pas à reprendre. Non, mais l'idée, c'était de te laisser apporter ce qui te semblait le plus pertinent par rapport à cet ensemble de questions par rapport au choix des élèves et à l'organisation de la classe. Question récurrente aussi, comment gérer la trace écrite? C'est une question qui revient très souvent. Est-ce qu'on reprend en classe? Est-ce qu'on fait des autocorrections? Et est-ce qu'on fait une correction par les pairs? Est-ce qu'on met sur les ENT? Comment gérer la trace écrite avec le plan de travail? Alors, le lien entre trace écrite et plan de travail, c'est que la trace écrite est une ressource pour guider l'autonomie. C'est un peu sa fonction pédagogique, la trace écrite. Alors, comment d'un point de vue, là j'ai envie de dire même didactique, se construit une trace écrite ou s'introduit une trace écrite dans une classe? La trace écrite, c'est un peu la synthèse de tout le travail d'accompagnement épistémique des élèves. C'est-à-dire que lorsqu'on décide de rentrer dans un nouveau chapitre et d'aborder avec les élèves des nouvelles notions, l'outil didactique qui a été pensé pour ça, c'est une situation de problème. Donc voilà, je rappelle les 4 grandes caractéristiques d'une situation de problème. Une situation de problème est une situation dont l'énoncé est compris par les élèves, la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que les élèves ont compris l'énoncé, mais ils rencontrent un obstacle, ils n'y arrivent pas, ils ne trouvent pas la réponse. Et on a fait exprès qu'ils bloquent. La troisième caractéristique d'une situation de problème, c'est que la meilleure façon de dépasser l'obstacle, c'est justement d'utiliser ce que les élèves ne sont pas censés encore savoir et que nous, on envisage de transmettre à travers notre activité d'enseignement. Et la quatrième caractéristique, c'est que les élèves rencontrent ce savoir-là au moment où ils sont face à l'obstacle, de manière à ce que le savoir scolaire se présente à eux comme une réponse aux questions qu'ils sont en train de se poser. Donc le processus pédagogique associé à cette logique épistémique, c'est les élèves s'approprient la consigne de la situation problème, cherchent tout seuls pendant 2-3 minutes. J'ai vu là aujourd'hui avec nous, il y a Laurent Reynaud de l'équipe du lycée Fédère à Épinay-sur-Seine. Alors on travaille avec Bruno Robe sur ce sujet justement. Donc les élèves cherchent tout seuls. Ensuite, on constitue des groupes. Ils ont 5 minutes pour pouvoir échanger leurs constatations diverses. Et au terme de ces 5 minutes, l'enseignant note au tableau toutes les idées différentes qui ont été exprimées par les groupes, de manière à susciter encore plus pour ceux pour qui ça ne serait pas encore assez, de l'incertitude et du doute. Dans notre jargon professionnel, c'est ce qu'on appelle du conflit cognitif. C'est-à-dire le fait de se rendre compte que nos expériences passées ne nous ont pas suffisamment permis de développer des éléments de maîtrise et des compétences pour pouvoir résoudre ce type de problème.
on se rend compte qu'on ne sait pas faire. Et quand on se rend compte qu'on ne sait pas faire, se passe un phénomène humain d'introspection naturelle qui est, mais j'ai envie de savoir. Ça crée du désir d'apprendre. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que la trace écrite commence à être introduite. Alors, on ne montre pas aux élèves une diapositive en disant, bon, mais voilà la réponse sous forme écrite. Mais on peut leur montrer un exemple, un deuxième exemple, leur verbaliser, et ensuite même, ce que beaucoup de didacticiens proposent, c'est à partir des propositions de compréhension soudaine des élèves, de rédiger avec eux la trace écrite qui ensuite est recopiée sur leur support de cours. Voilà. On s'est aperçu là avec l'équipe du lycée FEDER, on l'a étudié l'année dernière, qu'une fois que la trace écrite est présentée par les élèves et que les élèves disent ne plus avoir de problème de compréhension de cette trace écrite, de les mettre de suite en situation d'activité individuelle, de manière à ce que sur un autre exercice, ils appliquent de manière immédiate et que l'enseignant valide ou pas cette application immédiate. Ça permet d'activer ce qu'on appelle la puissance de la rétroaction. Le retour soit conforte, soit donne un statut très fort à l'erreur que les élèves conduisent sur le moment. Et après, donc, le cours se termine. Généralement, ça dure 50-55 minutes. Et les élèves partent chez eux avec une trace écrite dont ils sont censés maîtriser et comprendre tous les sens. Voilà. Ce qui devient une aide à la fois pour le travail hors la classe, les devoirs à la maison, on a l'habitude de dire, et devient une aide aussi pour toutes les situations d'entraînement par plan de travail. Voilà. La trace écrite est utile et est utilisée tout le temps, sauf bien sûr pour les moments d'évaluation. Alors après, on peut introduire, mais ça c'est plus des situations collectives qui n'ont rien à voir avec le plan de travail, c'est de dire aux élèves, apprenez votre leçon à la maison par exemple, et introduire de manière collective en classe. Je vois que Cyril Lascassi est là, il pourra en parler, il le fait souvent, mais des quiz où le fait de venir en classe donne aussi la possibilité aux élèves de donner du sens à l'entraînement à la maison, parce qu'on commence le cours avec un petit quiz sans enjeu d'évaluation sur la compréhension de la leçon. Et en plus, c'est extrêmement intéressant du point de vue de l'ancrage en termes de mémorisation. Merci beaucoup. Alors, cette première partie de l'entretien était essentiellement consacrée à des questions très, très concrètes. Et Ségolène et Mathilde proposent désormais d'élargir un peu la réflexion à d'autres objectifs pédagogiques un petit peu plus larges. Alors, quelle est la vraie, ou y a-t-il une vraie plus-value au plan de travail par rapport à un autre exercice? Alors non, sur le papier, il n'y a pas de plus-value. Hein. En tout cas, voilà, moi, c'est un postulat épistémologique en tant que chercheur dans mon équipe, là où on développe très fortement le fait qu'un dispositif pédagogique en soi, une méthode d'enseignement en soi, n'est pas meilleure qu'une autre. Tout dépend de la manière dont on l'introduit, la manière dont on prend en compte les variables associées à l'environnement. Voilà, c'est ça qui est plutôt prépondérant. Voilà, moi je suis absolument incapable de pouvoir affirmer qu'une classe avec un plan de travail permet aux élèves de mieux apprendre qu'une classe sans plan de travail. La pédagogie, c'est quelque chose de trop humain pour être aussi affirmatif et péremptoire dans les résultats. Si vous voulez, le plan de travail, au départ, quand on l'introduit, c'est une sorte de pari. On fait le pari qu'on peut s'associer et prendre les élèves comme partenaires, parce que qui doit le plus travailler dans une classe, ce sont les élèves. Le plus difficile, ce n'est pas d'enseigner, le plus difficile, c'est d'apprendre. Le travail de l'enseignant est de leur donner la possibilité d'être dans les conditions les meilleures pour pouvoir apprendre, mais la cognition est construite de telle manière qu'on ne peut jamais apprendre à la place de quelqu'un et on ne peut pas forcer quelqu'un à apprendre quelque chose s'il n'a pas envie de le faire. Donc le postulat de départ du plan de travail, c'est de dire aux élèves, je vais vous aider à apprendre, mais au final, c'est vous qui le ferez. Et donc pour apprendre, il va y avoir des moments collectifs où c'est moi qui vais tout faire pour vous aider, mais il y a des moments où vous devez prendre la main. Et donc ces moments-là où vous pouvez prendre la main,
C'est les moments de plan de travail, surtout. Alors, le deuxième levier de ces situations de plan de travail qui permet d'espérer que les élèves apprennent mieux, c'est le fait que c'est associé à une organisation coopérative du travail. Et là sont activées des préoccupations liées à l'organisation de la différenciation pédagogique. C'est-à-dire que lorsque les élèves basculent en plan de travail, l'enseignant n'est plus la seule personne ressource dans la référence au savoir. Et les élèves peuvent toujours solliciter l'enseignant, mais ils ont à disposition plusieurs modalités de travail, on en a identifié 5. Ils peuvent travailler tout seuls. Il y a des élèves qui apprécient de pouvoir travailler tout seuls en classe. Ils peuvent travailler en entraide, c'est-à-dire avec d'autres copains et copines qui essayent de résoudre les mêmes exercices ou les mêmes problèmes, s'associer et essayer de voir à plusieurs quelles sont les idées qui vont leur permettre individuellement de réussir. Ils peuvent demander de l'aide à quelqu'un, on en a parlé tout à l'heure, souvent ils choisissent parce qu'ils ont confiance en lui ou en elle. La quatrième modalité, c'est qu'ils peuvent répondre à une demande d'aide, c'est le plus puissant en termes d'engagement cognitif. Et la dernière, c'est qu'ils peuvent travailler avec l'enseignant. Alors, les derniers travaux qu'on est en train de mener avec Sabine Kahn, là, de l'Université de Bruxelles, c'est sur une proposition faite par une collègue de l'Université de Genève qui s'appelle Alexia Forger et qui a repris l'idée de ce qu'elle appelle la table d'appui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une table d'appui? C'est une table ou le bureau de l'enseignant. En tout cas, c'est l'endroit dans la salle de classe où l'enseignant s'assoit pendant que les élèves travaillent. Et on s'est aperçu que lorsque du plan de travail est développé, est introduit dans une classe, lorsque les élèves sont formés à l'aide, l'entraide et au tutorat, donc ils ont beaucoup moins besoin de l'enseignant. Mais l'enseignant ne peut pas pour autant partir, parce qu'il y a 4 types d'activités qui s'offrent à lui. Alors il y en a une qu'il vaut mieux éviter, c'est se balader dans la classe pour aller embêter les élèves. C'est plus parasite et inutile qu'autre chose. Mais les 4 activités qui sont possibles derrière la table d'appui, c'est l'observation des élèves au travail. Ça, c'est les enseignants dans le premier degré sont sensibilisés à ces pratiques-là. C'est extrêmement riche d'enseignement pour comprendre le fonctionnement du groupe et puis aussi pour voir un certain nombre d'élèves dans les stratégies qu'ils utilisent pour essayer d'apprendre. La deuxième possibilité derrière la table d'appui, c'est le fait de corriger des travaux. C'est un peu tabou dans le métier d'enseignant de corriger en classe. Mais c'est extrêmement intéressant. Alors déjà, pour nous, en tant qu'enseignants, c'est que ça réduit le travail de correction à la maison. Ça, il n'y a que moi qui peux le dire ici, mais c'est un fait. Mais c'est intéressant pour les élèves parce que ça augmente le pouvoir de la rétroaction. C'est-à-dire que lorsqu'un élève a terminé son travail, il va le déposer dans une bannette sur la table d'appui. Et l'enseignant, voilà, pour cette fonction de correction, il peut rapidement corriger. Alors corriger, c'est pas mettre des commentaires, c'est mettre c'est bon ou c'est pas bon. Alors si c'est bon, c'est remis dans une bannette à côté et c'est le métier de classe d'un des élèves que de redistribuer le travail des élèves. Si c'est pas bon, on peut très bien appeler l'élève. Et en fait, l'élève, il est là. Et en plus, il vient juste de terminer cette activité. Donc, lorsque on travaille avec lui sur les erreurs qu'ils ont commises, on retrouve là la proposition très forte de Jean-Pierre Astolfi, qui est de considérer les erreurs des élèves comme des outils pour enseigner. Voilà. La troisième possibilité de la table d'appui, c'est d'être disponible pour les élèves, pour les demandes individuelles d'élèves, si la structure coopérative de la classe n'est pas arrivée à répondre aux besoins qu'ils ont formulés auparavant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enseignants qui disent aux élèves, au moment où un temps de plan de travail commence, vous ne venez pas me demander de l'aide, sauf si personne dans la classe ou 1 ou 2 élèves à qui vous avez demandé vous ont dit qu'ils étaient incapables de vous aider. En fait, si vous voulez, l'enseignant est un super aidant à ce moment-là. Et la quatrième possibilité, c'est de dire aux élèves, là, je suis absolument indisponible. Vous ne pouvez pas venir me déranger parce que je vais constituer autour de moi un groupe de besoins. Où voilà, on appelle des élèves, soit un groupe fixe, pas forcément des élèves en difficulté, hein. C'est la définition d'un groupe de besoins,
soit des groupes rotatifs. Là, la dernière fois que j'ai observé ça, c'était dans une classe de CE2. Les élèves devaient apprendre à manier le compas. Et l'enseignante, elle avait remarqué qu'il y avait beaucoup qui prenaient le compas comme ça, là, avec les deux mains. Et donc, pour éviter ça, elle avait fait un groupe de besoins. Elle leur avait montré comment utiliser cet outil mathématique. Et puis, quand c'était bon, elle lui disait, bah, tu retournes à ta place, continuer ton plan de travail. Et puis, elle demandait à un autre élève de venir. Il y avait 4 élèves autour d'elle. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, cette dernière réponse nous amène gentiment vers la troisième et dernière partie des questions qui portent beaucoup plus sur les implications professionnelles de la mise en œuvre des plans de travail et la transition, en fait, elle a été proposée lorsqu'on a commencé à évoquer le temps de correction. Et du coup, c'est Marie-Camille et Claire qui vont se charger de transmettre la dernière série de questions. Alors Claire, je me lance. On va faire ça. Donc Sylvain, lié à ce temps de travail enseignant, une question double pour intégrer la dimension de l'évaluation. Comment gérer l'énorme travail de préparation en amont pour mettre en œuvre les plans de travail, et puis en aval, ne pas être dépassé par ces ensembles de corrections liés aux travaux obligatoires, travaux facultatifs. Donc ce temps de travail enseignant avant, après, comment le gérer? Ouais, c'est un piège, ça, hein, c'est de vouloir tout faire tout seul. Hein. Il y a voilà, malheureusement, je connais de nombreux enseignants qui se sont épuisés et même certains qui ont renoncé au métier d'enseignant, tellement la tâche est lourde. Alors, j'ai vu qu'il y avait Rémi Angot qui était là aujourd'hui. Alors Rémi, tu peux prendre la parole si tu veux, mais je peux en dire, je peux te présenter. Rémi, c'est un enseignant de mathématiques et qui est à l'origine d'un collectif de professeurs de mathématiques qui s'appelle le COPMAT et qui met à disposition donc, du collectif des enseignants de mathématiques des outils justement pour alimenter les plans de travail des élèves en collège, je crois. Hein. Rémi, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Oui, effectivement, c'est essentiellement en collège et on commence petit à petit à développer des ressources pour le cycle 3. Et pour ça, c'est vrai on attend l'aide de collègues qui seraient intéressés pour le développer en cycle 3. Voilà. Donc moi, je connais bien le collectif là, qui est animé par Rémi, entre autres. Hein. Il existe quelques autres collectifs dans d'autres disciplines que je connais un peu moins. Je sais qu'au Cahier PEDA, par exemple, il y a un collectif qui s'est monté sur le français au collège. Après, il existe du matériel. Alors, le matériel qui tourne depuis longtemps, c'est surtout du matériel cycle 1, cycle 2, cycle 3, c'est-à-dire école maternelle, école élémentaire et début de collège. Donc, les plus anciens, ce sont les fichiers PEMF, les fichiers freinés. Il existe aussi les outils PIDAPI qui fonctionnent pour justement le plan de travail et qui évitent aux enseignants d'avoir à fabriquer tout ce matériel. Voilà, il en existe plein d'autres. Hein. Il y a un collectif C2I2E qui s'est monté justement pour mettre à disposition, par l'intermédiaire d'un site internet, des outils pour le plan de travail. Voilà, il en existe. Donc, si on peut s'appuyer sur un matériel existant, il vaut mieux 1000 fois prendre ce matériel et puis le faire évoluer progressivement, plutôt que de s'épuiser et prendre un risque professionnel énorme à vouloir créer tout seul quelque chose. Voilà. C'est pour ça que des collectifs pédagogiques comme les 3 là, qui nous accueillent aujourd'hui, là, ça pourrait être un de vos projets, justement, que de proposer, que se fédèrent des collectifs d'enseignants, pour mettre à disposition des outils pour l'accompagnement du travail personnalisé des élèves. Si ce n'est pas possible, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre en place le plan de travail. Alors, ce que je vois le plus chez des collègues qui sont, entre guillemets, isolés dans leur discipline ou dans leur établissement, c'est le fait tout simplement de considérer les manuels scolaires comme des banques d'exercices pour le plan de travail. Alors, ce qu'ils font, vous allez voir, c'est très simple. Hein, c'est le fait de prendre une page d'exercice, de la donner aux élèves en guise d'exercice d'entraînement, de faire la photocopie de cette page-là et au stylo, pour aller plus vite, hein, de mettre les réponses,
de manière à ce que lorsque les élèves s'entraînent sur des exercices, ils récupèrent de suite en version papier ou en version numérique sur Pronote l'autocorrection de ces mêmes exercices et de mettre à disposition pour les items des notions qui sont travaillées un exercice ou 2 exercices qui servent de validation de tout ce processus d'entraînement. Parce que, si vous voulez, ces moments-là d'autonomie par l'autocorrection, on s'est aperçu que ça développait de la responsabilité chez les élèves lorsque ce qui est autocorrectif est précédé d'un exercice qui n'est pas autocorrectif et qui ne peut être validé que par un adulte. Voilà. Donc voilà, donc on peut bidouiller du matériel qui esthétiquement n'est pas extraordinaire, mais qui fonctionne tout aussi bien que des fichiers qui sont éprouvés par des collectifs et des enseignants. Oui, comme dernière question, Sylvain, mais quelque part, ça serait presque c'est presque un fil conducteur dans toutes tes interventions, me semble-t-il. Le plan de travail, est-ce que tu le vois comme un outil à mobiliser en équipe, un outil disciplinaire, un outil d'établissement? Non, pour moi, c'est un outil individuel. Hein. Si vous voulez, c'est trop engageant aujourd'hui pour prendre le risque de s'engager, enfin de se rendre mutuellement prisonnier dans la conduite de cet outil-là. Je peux vous donner un exemple. Sans le citer, là, j'ai accompagné pendant 4 ou 5 ans par la recherche une équipe d'un collège là, à côté de Montpellier qui faisait vivre des 6e, 5e, 4e et 3e coopératives. Donc on a travaillé avec eux au début sur la coopération. Et puis après, de manière tout à fait naturelle, est arrivé ce besoin de prendre en compte la diversité des élèves en introduisant du plan de travail pour les situations d'entraînement. Et donc les enseignants de toutes les disciplines se sont dit on va mettre en place pour les élèves des classes coopératives un plan de travail commun. Voilà. Ben, ça a été la quasi-fin du projet des classes coopératives. Tellement, si vous voulez, ce plan de travail commun rendait prisonniers les enseignants les uns par rapport aux autres. Et ce n'est pas du tout le but. Quand on est enseignant, on a besoin d'espace de liberté, de marge de manœuvre. Voilà. Qu'il y ait un plan de travail dans plusieurs disciplines pour les élèves, pourquoi pas, c'est très bien. À la limite, c'est même cohérent en termes de pédagogie. Mais que les plans de travail soient indépendants les uns des autres, ça me semble essentiel. Ce qui me semble important, c'est pour la construction des outils d'accompagnement de l'autonomie. Les exercices qui correspondent aux notions scolaires, les autocorrections, les tests pour valider les exercices d'entraînement. Ça, voilà, le travail réalisé par COPMAT en mathématiques pour le collège, là, ça me semble essentiel. Et ça, il vaut mieux le faire à plusieurs. Mais quand on est enseignant avec les élèves, ce n'est pas la méthode pédagogique ou les outils qui prédominent. C'est ce que l'on fait, nous, en tant qu'enseignants, auteurs, et pas en tant qu'agents de quelque chose qui nous est imposé, même par des collègues, pour des bonnes raisons. Ok, merci beaucoup pour tous ces éléments. Alors, le temps passe très, très, très vite. Hélas, on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions et transmettre d'autres questions. Néanmoins, on a essayé au maximum de les synthétiser. Et donc, je vais vous proposer maintenant quelques mots de conclusion. C'était la raison pour laquelle j'étais invité au départ, avant que vous ne m'entendiez beaucoup trop. Alors, je suis pas sûr que ce soit le bon. Normalement, est-ce que vous voyez bien le diapo, quelques mots de conclusion? Oui, c'est bon, Mickaël. C'est bien ça, c'est le bon écran, impeccable. Parfait. Alors, pour conclure cette séance très, très dense, je voudrais déjà remercier forcément les 3 collectifs co-organisateurs de ce webinaire, Inversons la classe, Team Ludens, Patchwork, qui m'ont proposé au départ, donc je vous le disais, de vous donner quelques mots de conclusion. Des remerciements, même si ils le savent pour la plupart, ils ont accaparé pas mal de mes soirées, voire de mes nuits. Mais malgré tout,
j'ai déjà dit à d'autres occasions et je le redis encore aujourd'hui, à quel point je suis admiratif du travail qui est réalisé par chacun de ces collectifs, de l'énergie qui est transmise. Et il me semble que le nombre de participants aujourd'hui est assez révélateur de toute cette énergie qui est transmise et des thématiques toujours très, très intéressantes qui sont travaillées. Mais aussi à quel point je reste persuadé que ce qui nous est offert lors de ces sessions, finalement toujours trop courtes, occupe désormais finalement une place importante, si ce n'est primordiale aujourd'hui, pour la formation et le développement professionnel des enseignants et finalement à terme pour la réussite des élèves. Alors, 2 points principaux m'ont particulièrement intéressé quand j'ai travaillé sur l'ensemble des questions qui ont été transmises. Si j'étais totalement honnête, en fait, beaucoup plus de points m'ont intéressé, mais on m'a dit que j'avais que 5 minutes. Alors, je vais essayer de réduire à 2 points essentiels. Le premier, j'ai été frappé dans vos questions par l'expression d'injonctions qui deviennent de plus en plus contradictoires, voire paradoxales dans l'exercice de nos métiers. D'un côté, on a de plus en plus d'injonctions qui nous invitent à accompagner au plus près les élèves, à différencier, voire dans certains documents, on trouve aussi les expressions de personnaliser, individualiser les parcours. Et de l'autre côté, on sait bien qu'on a de nombreuses injonctions qui consistent à maintenir une pression forte sur la certification, l'évaluation de manière générale des élèves, sur les programmes et l'importance de terminer les programmes, c'est une des plus grosses injonctions qui est inscrite dans la loi, sur les compétences qui doivent être acquises par les élèves à certains paliers très très précis. Et finalement, cette opposition, elle était présente en filigrane dans de nombreuses questions posées, et elle était parfois très clairement posée, comme je pense à cette question posée par un ou une collègue de lycée, je la cite, « Comment gérer les évaluations qui comptent dans Parcoursup avec des progressions à plusieurs vitesses ?» Et là, on voit bien toute la contradiction entre Parcoursup et la certification nécessaire et les éléments certificatifs que l'on va devoir mettre dans un dossier, dans un bulletin. Et d'un autre côté, la volonté parfois d'accompagner au mieux la progression des élèves. Et on sait qu'ils ont besoin de parfois plus de temps, parfois plus de soutien, etc. Alors moi, mon objectif ici, c'est d'essayer d'atténuer un petit peu ce sentiment contradictoire, de lever un petit peu la pression qui peut conduire à une surcharge de travail, et on l'a évoqué dans le cadre de ce webinaire. Et pour lever cette contradiction, il me semble important de se replonger dans la littérature autour de la différenciation, qui nous donne des clés pour nous aider à mettre en œuvre des plans de travail sans que cela ne devienne trop chronophage. Alors, je vous montre ici à l'écran une infographie que je pourrais transmettre à ceux qui le souhaitent si vous me contactez, soit par mail, soit via Twitter. Des éléments très précis de Jean Drévillon, par exemple, qui, en parlant de différenciation pédagogique, nous explique qu'il préfère utiliser l'expression de flexibilité pédagogique, en nous rappelant que finalement, il n'est pas question de multiplier les dispositifs pédagogiques, quitte à s'épuiser, mais plutôt de faire preuve d'une relative souplesse en jouant sur différents leviers assez simples, comme le temps laissé aux élèves, la quantité de travail donné, l'organisation, la nature des supports. Et Philippe Mérieux nous explique de son côté que différencier la pédagogie, c'est se laisser interpeller par cette évidence si importune pour celui qui sait déjà. Il n'y a de savoir que par le chemin qui y mène. Et là, je suis désolé, même si ça va vous sembler très facile, mais finalement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un plan de travail pour permettre à chaque élève de trouver son chemin. Donc ça, c'était le premier point qui me semblait important de souligner. Le deuxième, il rassemble finalement les organisateurs de ce webinaire et les questionnements des participants. En effet, comme l'a très bien rappelé Marie-Camille dans son introduction, les plans de travail ne sont pas une nouveauté, ni une espèce de mode pédagogique, même si on en entend beaucoup parler depuis quelques années. Et j'ai moi-même le souvenir d'avoir assisté à plusieurs ateliers autour des plans de travail lors du CLIC 2018 déjà. Et j'ai vérifié dans les différents programmes depuis 2018, on a systématiquement des ateliers qui ont été consacrés à cette question. Et pourtant, on a eu énormément de questions qui nous expliquent
là je vais citer un exemple, que je vois passer des plans de travail sur Twitter depuis plusieurs années, mais je n'ose pas franchir le pas. Et du coup, cette personne nous demande des conseils pour ne pas partir dans tous les sens. Alors moi, la question que je me pose face à ce genre de retour, c'est comment passer à l'action après une formation et après ce petit webinaire. Pour ça, je vais vous proposer de regarder des travaux qui portent sur la théorie du comportement planifié selon Itchek Ashzin. Et à mon avis, ces travaux peuvent nous aider à trouver des pistes intéressantes à appliquer à notre webinaire. Selon cette théorie, notre comportement et donc notre passage à l'acte est lié à notre intention de passer à l'acte, qui elle-même est sujette à 3 corrélations principales: l'attitude à l'égard du comportement, les normes subjectives et le contrôle perçu. Alors, très concrètement, ces études qui ont été menées dans les années 1980 portaient sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la formation professionnelle. L'objectif était d'aider des gens qui, par exemple, essaient de réduire leur consommation d'alcool, d'aider des gens qui ont du mal à se motiver pour avoir une activité sportive, ou aider également des gens, aider à convaincre des gens à utiliser des préservatifs. Je vous rappelle le contexte, études menées dans les années 1980, c'est pas anodin. Mais il est, à mon sens, possible de proposer une adaptation dans le cadre du développement professionnel en jouant sur ces 3 critères. Et je vais vous proposer 3 idées très concrètes. Pour jouer tout d'abord sur l'attitude à l'égard du comportement. Si vous écriviez en fait tout simplement à l'issue de ce webinaire sur une feuille une ou 2 idées très très simples de conséquences positives et concrètes de la mise en œuvre des plans de travail pour votre pratique professionnelle et pour l'accompagnement des élèves. Le sous-entendu très simple, c'est de se dire, voilà, est-ce que ça va me permettre de gagner du temps? Est-ce que ça va me permettre d'améliorer la relation avec mes élèves? Mais il me semble indispensable, en fait, avant de se dire pourquoi je le fais, pourquoi et qu'est-ce que j'attends de cette modification de mes pratiques d'enseignement. Ensuite, pour jouer sur les normes subjectives, il suffit peut-être de s'associer en binôme avec un collègue bienveillant, de façon à pouvoir répondre à cette question: qu'en pensent mes pairs? Alors du coup, c'est de finalement proposer à un collègue de se voir autour d'un café une fois par semaine et de se dire tiens, je te montre ce que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce que tu en penses? Et évidemment, là, il faut être assuré qu'on est dans un cadre bienveillant de relation entre la relation amicale et la relation professionnelle. Et si ça n'est pas possible dans votre établissement, à mon sens, c'est là où on renvoie à toute la force des collectifs qui co-organisent ce webinaire. C'est que si vous avez l'occasion de participer aux discussions sur Facebook de la team Ludin, si vous avez l'occasion de participer à la semaine des classes inversées d'ILC, si vous avez l'occasion de participer au Slack de Patchwork, vous voyez que ce sont en fait des endroits où les membres partagent énormément. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils sont dans des lieux où ils ont la possibilité de poser ça dans l'espace public et de recevoir systématiquement un retour. Et un retour qui sera toujours encourageant, constructif et bienveillant, parce que justement, on n'est plus dans la salle de classe, on n'est plus dans l'établissement et on s'est débarrassé de toutes ces contingences professionnelles qui amènent parfois à des petites concurrences. Dernier point, le contrôle perçu. Et là, il faut réussir à se convaincre soi-même qu'on est capable de faire ce plan de classe. Alors là, plusieurs possibilités. Soit vous avez la chance de participer, par exemple, dans quelques jours, au Ludatelier qui va être organisé par la team Ludins pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce que l'on a échangé aujourd'hui et co-construire ensemble des plans de travail. Soit vous avez la chance d'avoir déjà participé ou de participer aux prochains Koh-Lanta qui ont été par l'équipe d'ILC, où on accompagnait encore une fois des collègues à construire des plans de travail. Mais en tout cas, il semble clair que pour se convaincre que l'on est capable de le faire, il faille passer par une mutualisation et une phase
collective pour ensuite gagner en compétences et passer à une application individuelle. Donc voilà, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous pour vos questions. Et je laisse la main désormais je ne sais plus, Ségolène, il me semble, pour les derniers mots de conclusion. Merci. Voilà, je commence déjà par les remerciements en ta direction, Mickaël, pour cette conclusion et surtout pour avoir pris au pied levé l'introduction et l'animation des échanges entre les questions. Parce que voilà, c'est Simon qui devait assurer cette partie et il est bien navré, mais il n'a pas de connexion du tout à l'INSPE à Poitiers. Et donc, on pense fort à lui puisque c'est à la base, c'est son idée de faire ce webinaire. Évidemment, je veux remercier Sylvain Connac pour les réponses aux questions que vous avez posées, pour ces éclaircissements, pour ces nombreux ouvrages aussi qui vous permettront de prolonger la réflexion et d'aller le sujet qu'on a là rapidement abordé ensemble. Toute l'équipe d'ILC, Marie-Camille pour son introduction, Claire qui était là, plus moi là, mais c'est pareil, on a des contraintes par ailleurs. Une pensée à Sébastien qui aurait aimé être avec nous, Charlie, Mathilde de la Team Ludens pour avoir aussi organisé et posé les questions. Et puis, vous recevrez un mail avec les projets des 3 collectifs et puis d'autres informations de contact. Voilà, puisque je voulais pas on ne voulait pas retenir Sylvain Connac au-delà de l'heure qu'il nous avait gentiment accordée. Donc, encore un grand merci, Sylvain, pour tous ces éclaircissements et pour avoir fait de ce webinaire un temps d'échange riche pour tous les participants. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et merci aux organisateurs, à Simon en particulier. Et donc, nous vous souhaitons un bon après-midi et espérons vous retrouver ici ou ailleurs autour des plans de travail. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes.